Parlons à présent technologie et agriculture. Le Rwanda accueille du 9 au 12 juin 2025 une conférence internationale, une conférence sur les technologies africaines. Dr Canisius Kanangile, directeur exécutif de la Fondation africaine pour les technologies agricoles, pour parler de ce que représente cette conférence pour le Rwanda. Cette conférence représente une plateforme très spéciale qui permet aux innovateurs, aux scientifiques dans différents domaines, mais aussi aux décideurs, à ceux qui développent les politiques et les approuvent, aux financiers, aux agriculteurs eux-mêmes, de se rencontrer, de parler des technologies et de l'importance des technologies dans l'amélioration de leurs activités. Parce que nous avons, je dirais, l'obligation, en tant qu'Africains, de transformer l'agriculture actuelle en une agriculture qui est économiquement viable, de transformer l'agriculteur en une personne qui s'occupe d'une activité qui peut payer, qui peut transformer une vie de la pauvreté à la prospérité. Dans cette conférence, nous allons aborder des sujets qui, nous l'espérons, vont conduire à des solutions qui seront alors transmises aux agriculteurs pour transformer leurs pratiques et, nous l'espérons, leur productivité et l'accès au marché. Quelles sont les technologies agricoles dont l'Afrique aurait besoin aujourd'hui? L'Afrique a besoin de pratiquement toutes les technologies. Je n'exagère pas beaucoup, je reconnais que les organisations nationales, les organisations régionales et même globales continuent à faire énormément de recherches et à produire des innovations qui peuvent être transférées aux agriculteurs. Mais lorsque on regarde la pratique agricole et les activités agricoles au niveau africain de manière générale, on est encore très bas. Donc nous avons la productivité la moins élevée au monde, nous sommes très vulnérables aux insectes, aux maladies, nous sommes très vulnérables également aux effets du changement climatique. Les technologies dont nous avons besoin sont les technologies qui permettront d'augmenter la productivité et permettre à l'agriculteur, par exemple quelqu'un qui est dans la chaîne de maïs, de ne pas produire 2 tonnes par hectare, mais de produire 10 tonnes comme ailleurs, 12 tonnes comme dans d'autres pays. Donc avec le changement de la productivité, on verra effectivement l'arrivée de la prospérité. Ça, on peut le faire en travaillant sur les semences améliorées, en travaillant également avec les biotechnologies. On peut éditer des gènes pour donner la résistance aux conditions climatiques comme la sécheresse ou aux insectes comme le fall armyworm. Ça, c'est l'insecte qui ravage les plantations de maïs maintenant. On peut avoir des semences qui sont protégées. On peut également avoir des semences par l'ingénierie génétique, où on peut alors apporter la résistance à partir d'autres organismes et on l'intègre dans le génome de ces semences-là pour obtenir la résistance aux conditions qui, autrement, ravagent les récoltes. Donc, nous avons énormément de technologies dans notre sac. Certaines sont totalement conventionnelles, produites à longueur des années par des chercheurs, et nous avons d'autres qui utilisent des technologies agricoles modernes. Nous avons également l'informatique et les outils digitaux qui peuvent, la digitalisation peut raccourcir le transfert de messages à partir du producteur vers le consommateur et créer un pont entre le producteur et le marché. Ça manque souvent et ça
fait également des ravages, essentiellement après la récolte, lorsque nous observons que la récolte est totalement inutile, gâtée, parce qu'il n'y a pas eu accès au marché. Donc toutes ces technologies-là, nous les avons et nous voulons qu'elles soient transférées aux fermiers ou aux agriculteurs. Ouais, vous venez de mentionner plusieurs technologies dont vous appréciez. Alors, plus concrètement au Rwanda, par rapport aux attentes de cette conférence, quelles sont donc vos attentes en termes de partenariat, de formation? Qu'est-ce que ça va bénéficier? En parlant des attentes par rapport au Rwanda, nous, les organisateurs de la conférence, les co-organisateurs de la conférence, parce que nous organisons la conférence avec le gouvernement rwandais, en particulier avec le ministère responsable d'agriculture, nous avons des attentes. Et les attentes, c'est que nous voulons amener le monde au Rwanda pour que le monde apprenne du Rwanda de l'efficacité de lier les politiques à l'action. Je crois qu'il y a beaucoup à apprendre à partir de ce pays où les politiques ont été rapidement améliorées, où leur impact a été vu parce qu'elles ont été transposées directement en action, traduites en action. De notre côté, nous amenons ce monde ici au Rwanda parce qu'il y a toujours des technologies que même ce pays a besoin d'apprendre d'autres. Nous avons des innovateurs qui viennent d'autres continents, qui viennent participer à cette conférence. On crée une plateforme où les innovateurs et les secteurs privés et les agriculteurs vont se rencontrer, vont se parler. Nous avons créé un temps pour la démonstration de ces technologies-là, comment est-ce qu'elles fonctionnent. Quelqu'un du Japon présentera par exemple ce qu'ils font là-bas et ça fera une bonne opportunité pour un jeune Rwandais d'apprendre. Et parlant des jeunes, nous avons pendant cette conférence à peu près 200 jeunes qui ont été délibérément invités à la conférence pour non seulement voir ce que font les autres, mais également montrer aux autres jeunes d'ailleurs ce qu'ils font. Et ça nous permet, je pense, de passer le flambeau à la jeunesse pour que demain, ils contribuent à nourrir le monde à partir de ce pays. Les 200, le chiffre que vous donnez, c'est local, donc ce sont les invitations ici au Rwanda, 200 jeunes Rwandais? Oui. OK. Yeah. Impressionnant. Alors, quelles sont, selon vous, les technologies agricoles les plus prometteuses pour les petits exploitants africains? Donc, et comment se passe l'accompagnement? Nous avons des très bonnes semences qui résistent aux conditions de sécheresse, par exemple. Ça, c'est quelque chose que nous avons déjà commencé à amener dans beaucoup de pays africains, le Rwanda y compris. Nous avons des semences qui résistent aux maladies. Pour le moment, nous sommes en train de tester des semences, des variétés végétales qui résistent aux conditions climatiques, aux fall armyworms, ces insectes-là, mais également qui peuvent résister à certains virus. Et là, nous travaillons sur le maïs, sur le manioc et sur la pomme de terre. Nous avons, ça c'est de la biotechnologie que nous amenons, mais produits conventionnellement, nous avons également des hybrides de riz qui peuvent augmenter de manière très importante la productivité. Vous savez, les pays comme la Chine qui produisent 20 tonnes par hectare avec ces hybrides-là, et ici le paysan produit 2 tonnes par hectare, rarement 4 tonnes lorsqu'il a utilisé des méthodes agricoles très raffinées. Mais nous pouvons, nous aussi, arriver à une productivité agricole de plus de 10 tonnes par hectare en utilisant ces hybrides-là qui sont localement produites. Localement, quand je dis local, c'est l'Afrique, totalement produite en Afrique. Donc, nous sommes en train d'expérimenter tous ces produits-là et de les amener
auprès de l'agriculteur. Les méthodes d'accompagnement sont d'abord que nous renforçons le système sémencier à partir du producteur aux agro-dealers, ceux qui vendent et on les amène à côté Ceux qui amènent sur le marché. Du marché. Bon, ça c'est un. Deuxièmement, nous avons ce qu'on appelle le stewardship. Nous vous amenons la technologie, mais si vous ne l'utilisez pas convenablement, alors vous n'aurez pas la production que nous vous disons. Nous vous promettons avec la technologie. Par exemple, il faut savoir que vous devez défricher, vous devez enlever des mauvaises herbes à une certaine période, à pouvoir mettre des engrais. Si vous ne faites pas tout ça, ça c'est totalement agricole. Mais si vous ne les faites pas, même les meilleures semences ne vous donneront pas la production attendue. Donc ça, c'est l'accompagnement que nous menons alors. Nous sommes à côté de nos agriculteurs, ceux qui ont adopté les technologies que nous transférons, afin qu'ils puissent avoir les connaissances et les savoir-faire nécessaires à adopter, à utiliser les technologies à leur profit. On ne peut pas parler d'accompagnement sans parler de politique autour de ça. Comment se présente l'environnement politique nécessaire pour encourager l'adoption des technologies agricoles en Afrique? Nous nous félicitons d'une grande transformation au niveau de l'environnement politique. En 2011, nous avions seulement 6 pays qui avaient adopté des politiques très transformative. Aujourd'hui, en 2025, nous avons 13, ça a plus que doublé. Ça pour dire qu'il y a beaucoup de progrès dans le domaine des politiques agricoles, il y a des transformations qui se font, mais ça se fait lentement. Ça se fait lentement. Nous souhaiterions que les pays africains adoptent les politiques qui permettent à leurs citoyens d'appliquer les technologies qui sont porteuses, qui ont montré des fruits dans d'autres pays. Et ça, c'est quelque chose que nous sommes en train vraiment de pousser avec des partenaires comme une organisation attachée à AUDA, ça c'est African Union Development Agency, NEPAD. Nous travaillons avec pour arriver à convaincre les pays à changer les politiques et à permettre à leurs agriculteurs de pouvoir avancer avec les technologies nouvelles. Donc c'est un monde qui n'est pas très bien aujourd'hui et qu'il faut améliorer. Mais nous avons encore les institutions qui sont quand même assez faibles, il faut les renforcer. Nous avons aussi le devoir de renforcer les capacités individuelles, avoir beaucoup de gens qui comprennent différentes technologies au niveau des productions des semences, au niveau de l'utilisation de ces technologies nouvelles, comment les lier, etc., pour que nous puissions avoir les résultats attendus. Donc, oui, il y a encore à faire. Oui, il y a encore à faire, mais vous appréciez. Quel est le rôle concret de... Là, on parle de la Fondation africaine pour les technologies agricoles. Quel est le rôle dans ce processus, mais aussi, quelle est votre appréciation du Rwanda? Parce qu'il y a des accompagnements individuels. Notre rôle, pour commencer, c'est que nous sommes très proches des fermiers, des agriculteurs. Nous savons leurs problèmes. Nous avons le devoir de comprendre ce qu'ils veulent. Ça, c'est le point de départ. Nous sommes également, nous faisons le pont entre ces fermiers, ces agriculteurs-là et les innovateurs, les producteurs des technologies, là où ils sont, en Afrique ou ailleurs. Et nous adaptons les technologies que nous importons de ces milieux-là sous des termes très souples, utilisables par nos petits fermiers. Alors on les amène, mais on les adapte aux conditions du milieu avec l'utilisation des organisations nationales, comme par exemple ici nous travaillons avec le RAB. Ailleurs c'est Carlo et d'autres organisations. Et quand nous avons le produit, il s'adapte à la demande. Bon,
nous faisons une deuxième étape de créer la communication, de faire des démonstrations, de montrer l'utilisation de ce produit-là. Ça, c'est la deuxième étape, de convaincre le fermier que ça, c'est une bonne chose à adopter. Mais une troisième étape, c'est de travailler avec les gouvernements, au niveau des politiques, au niveau des processus réglementaires qui vont accepter ce produit-là, si c'est une semence, l'enregistrer comme une semence reconnue au niveau du pays. Donc nous travaillons avec les pays également. Et nous essayons aussi d'aller au niveau régional avec le COMESA, ISI et d'autres pour que nous harmonisions les politiques déjà acceptées dans certains pays. Donc c'est à plusieurs fronts. Aussi le renforcement de capacités au niveau national et régional. Au niveau du Rwanda, nous avons travaillé avec le Rwanda depuis quelques années. Au niveau d'abord d'un projet qui vise la communication au niveau des technologies et des biotechnologies également, inclus dans tout ça. Mais en plus, nous avons travaillé avec le Rwanda, avec Aouda Nepad, sur l'amélioration des politiques et la création des biosafety laws. Et cette loi sur la sécurité des produits de la biotechnologie, ça vous permet d'utiliser ces autres sciences-là pour produire des semences adaptées aux conditions de votre milieu, aux conditions de vos défis. Et nous sommes très heureux de voir qu'une année après la promulgation de cette loi, le Rwanda a déjà commencé à faire des tests sur des nouveaux produits et nous espérons que dans 2 ans ou quelque chose de ce genre, on pourra avoir des produits dans les mains des fermiers. Ce sera un niveau record. Oui. Alors, retournons au niveau de l'Afrique. Comment la AATF soutient l'inclusion des jeunes et des femmes? On a parlé des jeunes tout à l'heure, mais aussi les encourager, mais aussi leur accès à la technologie. Ouais, agricole. Nous reconnaissons que les femmes constituent une portion très importante de la population de notre continent et les laisser dehors de ce système est, à mon avis, une grosse erreur parce que ça réduit la force de transformation que nous pourrions avoir. Donc, nous avons dans notre stratégie un segment totalement dédié à la femme, à l'inclusion de la femme, à savoir les limitations qu'elles ont dans le domaine agricole, à savoir le niveau de formation qu'elles ont et les limites y relatives pour pouvoir améliorer leur situation et les amener dans le niveau de prise de décision. Et aussi dans la pratique au niveau des fermiers, lorsque nous sponsorisons, lorsque nous avons des fermes pilotes, nous nous assurons que les femmes sont bien représentées. Donc ça, c'est au niveau de l'inclusion des femmes, mais de notre côté, nous avons également les jeunes. Les jeunes, ils partagent certains défis avec les femmes, notamment l'accès aux ressources. Les jeunes n'ont pas de terrain, n'ont pas de champs où ils peuvent faire tout ça. Donc, comment est-ce qu'on peut surpasser ce défi-là pour leur permettre d'accéder aux champs pour leurs activités, la location ou d'autres systèmes. Donc, nous sommes avec eux dans ça. Mais nous avons également confiance aux jeunes parce qu'eux, ils peuvent adopter plus facilement des technologies nouvelles que les gens, les moins jeunes. Et là, nous avons fait également une part très importante aux jeunes en les faisant participer à nos activités, en les invitant à nos réunions comme celle-ci où on discute de ces questions-là, en leur proposant des technologies nouvelles, parce que l'agriculture actuellement ne signifie pas nécessairement que vous prenez une houe et une machette. Ça peut dire aussi que vous prenez votre téléphone, votre iPad,
et vous liez le producteur au marché, par exemple, ou vous prenez votre drone et vous le faisiez survoler sur un champ et vous avez toutes les données qui orientent les actions que prendra le fermier. Donc nous avons fait une dédication à ça et actuellement nous sommes en train de travailler sur la création des centres des centres d'innovation pour les jeunes, Youth Innovation Hubs. Et là, nous pensons que nous pourrons démontrer beaucoup plus de manière plus vivide les technologies aux jeunes et les amener à adopter l'agriculture comme une option de leur emploi, de leur carrière. Oui, et du côté des effets de changement climatique, comment est-ce que la Fondation aide les agriculteurs africains à faire face aux effets de changement climatique et aussi surtout à s'adapter à cette technologie parce que ce n'est pas tout le monde qui en a accès maintenant? Nous avons, je dirais pour le moment, deux ou trois méthodes ou technologies que nous apportons. La première, c'est au niveau de semences. Nous avons des semences qui s'adaptent à la sécheresse, de maïs, de riz également. Et là, c'est quelque chose qui est disponible à tous les agriculteurs, même les petits fermiers. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que nous amenons maintenant la technologie de pointe à pouvoir analyser l'humidité du sol et à vous prévenir, vous fermiers, sur l'état de votre sol. Ça vous permet de savoir le moment de la semence, le moment de la semence ou du semis. Quand vous plantez, oui, quand vous plantez, quand vous désherbez, tout ça, vous pouvez le faire en suivant le modèle qui est déterminé par les sensors qui sont mis dans votre champ. Et ça produit des informations qui permettent aux agriculteurs de pratiquer ce que le monde développé fait actuellement de manière courante, l'agriculture précise, precision agriculture. Nous sommes en train d'aller dans ce sens-là pour permettre ce genre d'action. La troisième, c'est d'aider à faire une irrigation efficace et efficiente. Et là, quand est-ce qu'il faut irriguer, avec quel système vous irriguez pour utiliser peu d'eau et utiliser l'eau au moment où vous en avez vraiment besoin. Donc, avec toute cette technologie-là que nous pilotons, nous espérons que les résultats vont influencer la majorité des agriculteurs et que les pays y investissant, nous allons avoir des résultats qui vont transformer l'agriculture au niveau du continent africain. Oui, dans votre carrière, qu'est-ce qui fait votre fierté maintenant? Puisque là, c'est la deuxième édition de la conférence, mais par rapport à l'inclusion de la femme, les jeunes, et donc comment tout le monde est mobilisé, quelle est votre fierté aujourd'hui? Ma fierté par rapport à la conférence, c'est de voir d'abord l'intérêt qui est soutenu. C'est seulement 2 ans d'intervalle, donc ce n'est pas une longue expérience. Donc il y a quand même l'intérêt qui est soutenu. Deuxièmement, il y a beaucoup plus de démonstrations et des technologies nouvelles qui viennent. Dans la conférence de 2023, on n'avait pas certaines technologies comme l'hydroponique, comme l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'agriculture. Mais maintenant, avec nos partenaires japonais, il y a des gens qui viendront et qui vont montrer comment cela peut transformer non seulement la productivité et la production agricole, mais également de l'autre côté la vie du fermier. Vous n'êtes pas accroché à toutes ces choses-là. Il y a maintenant des outils
qui peut vous aider à faire un nombre d'activités. Et ces technologies, nous allons le savoir, le coût, mais certaines sont certainement adaptables à nos conditions africaines. Et je ne me fais pas beaucoup de doutes, il y aura certainement quelques Rwandais qui le feront après une année ou deux. Donc à la conférence de 2027, je crois que nous aurons déjà des applications qui viendront de cette conférence. Donc il y a ça. Et au niveau des politiques également, je trouve, ce n'est pas encore au niveau qui me satisfait, que j'attends vraiment, mais je trouve que le nombre des représentants des pays qui viennent à cette deuxième édition de ACAT est plus important, beaucoup plus important. Et ça signifie que pendant les 2 années, le message lié au succès de cette conférence, à ce qu'elle peut apporter, sont allés certainement dans des pays qui n'étaient pas à Nairobi en 2023. Oui. Alors, quelle est votre vision pour l'avenir de l'agriculture en Afrique? Donc, quel message principal souhaitez-vous transmettre à la CAT 2025 aux participants pour les encourager de suivre en direct ceux qui ne sont pas enregistrés? Premièrement, je dirais, avant d'arriver à la vision, je parlerai des opportunités. L'Afrique a la terre et nous nous félicitons d'avoir 60% des terres arables non encore utilisées au niveau du continent africain. C'est très bien comme opportunité, mais qu'est-ce que nous en faisons? Il faut transformer cela en produit, en bien-être, en sécurité alimentaire, en sécurité de la nutrition. Donc c'est là notre vision maintenant. Nous avons ce qu'il faut. Notre vision, c'est de faire une Afrique qui est sécurisée en matière d'aliments. Nous avons assez pour notre population. La sécurité alimentaire est assurée, la nutrition est assurée. Ça, c'est la vision que nous avons. Et il y a la prospérité du fermier, c'est-à-dire que vous produisez beaucoup plus que ce que vous consommez au niveau de votre famille. Vous pouvez donc amener une partie de votre production au marché et avoir de l'argent de votre poche pour vous procurer d'autres services dont vous avez besoin. Donc la vision, c'est celle-là. L'Afrique peut être prospère et l'agriculture peut être un secteur qui ne bénéficie pas seulement à d'autres secteurs au niveau du pays, mais qui contribuent économiquement à la croissance du pays. Donc là, nous pensons que les technologies que nous avons, que nous sommes en train de prôner, peuvent contribuer de manière très importante à cette transformation, à la réalisation de cette vision. Et c'est ça le message que nous passons aux participants de 2025. Nous leur disons, l'Afrique peut, mais l'Afrique, pour pouvoir, doit investir et changer sa façon de planifier et de prendre l'agriculture. L'Afrique peut, mais l'Afrique doit faire quelque chose. Et là, je pense que le message va être passé de manière très concrète à la jeunesse, mais également à la classe politique, à nous, les acteurs et aux financiers, parce que nous avons tous une tâche à faire si nous voulons transformer ce continent en un continent qui ne demande pas à manger, mais qui plutôt contribue à nourrir les autres ailleurs. Nous avons cette capacité.